Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le premier update lecture du petit mois petite lecture. Donc je fais cette fois-ci intelligemment, au lieu de faire une vidéo d'une heure et quelques, je vais couper en deux. Donc du coup ça tombe bien, nous sommes le 13. Pour 2 jours, on est presque à 15 jours, mais bon, vu que c'est un petit mois, ben c'est à peu près demain, ça serait pile le milieu du mois. Mais je fais déjà une vidéo car nous devons déjà parler de tout ça, ce qui fait déjà 30 livres. Donc déjà 30 livres, parce que il y a beaucoup de BD, beaucoup de petits livres, c'est normal, c'est le petit mois petite lecture, donc c'est ma palle que je m'étais fixée. Mais il y a aussi quelques gros romans que j'ai lus pour le challenge Harry Potter que je fais. Ça s'appelle Graduate Hogwarts sur Instagram, et en fait ça consiste à plusieurs fois dans l'année, pendant des périodes de 2 semaines, on lit des livres par rapport à des catégories, et si on y arrive, eh bien on passe à l'année suivante. Donc là c'était ma première année cette année. Je suis d'ailleurs très contente d'avoir pris le train en route parce que c'est la dernière année où on pouvait faire notre première année. Et donc du coup, si je ratais ma première année, le challenge était fini pour moi, je ne pouvais pas passer en deuxième année. Donc là, ouf, je suis sauvée. Donc la prochaine session, j'aurai de nouvelles consignes pour ma deuxième année à Poudlard. Et donc pour ce challenge, du coup, j'avais 8 livres à lire. J'ai pas tout lu, mais c'est pas autant le nombre qui compte en fait. Pour vraiment réussir cette année, il fallait lire au moins 1500 pages. C'était pendant 2 semaines, du coup c'était du 1er février au 15 février. Et du coup j'ai fini le challenge mardi ou lundi dernier. Donc voilà, j'ai fait mes 1500 pages en 4 jours. Donc je vous propose de commencer d'abord par les BD et l'album du coup, et ensuite on fera on fera d'abord Harry Potter et ensuite on fera le petit mois petite lecture du coup. Donc au niveau des graphiques, alors j'avais super envie depuis très longtemps de m'acheter cet album là. Donc c'est un album que je serais super contente de lire à mon fils plus tard. Donc c'est La mystérieuse et surprenante maison de papy. Il y a la même version aussi avec La maison de mamie, et c'est chez Bayard Jeunesse. Et donc en fait ça va être voilà une jeune fille qui habite avec son papy, et puis elle va partir à la recherche de Nam Nam, qui est un oiseau, et son papy est un peu beaucoup penché sur les pirates, sur la recherche au trésor, tout ça. Donc il y a pas mal de petites choses très sympas comme ça dans cet univers-là. Donc on a une maison vraiment perchée au bord de l'océan, ça va partir en chasse au trésor. Mais surtout ce que j'aime bien, c'est que les flaps, donc les petites cachettes comme ça, ont vraiment un sens dans l'histoire. C'est pas juste parce qu'il y a beaucoup d'albums où on a des flaps, c'est des informations en plus, si vous voulez, c'est du bonus. Là vraiment, si on veut comprendre l'histoire, il faut vraiment tout ouvrir. Et ce qui est drôle, c'est que à la couverture ils disent n'ouvrez surtout pas les flaps. Mais ça fait vraiment partie intégrante de l'histoire. Voilà, les graphismes sont vraiment super beaux. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé découvrir voilà, toute cette petite chasse au trésor de la petite fille. Voilà, c'est vraiment très sympa. Hop, on a vraiment à toute page, hein. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Je vais peut-être le lire prochainement à mon fils, bien que les flaps soient assez fragiles. À voir si j'attends pas un peu. Mais voilà, c'était vraiment une superbe découverte avec des planches vraiment magnifiques. Ensuite, j'ai lu la BD Le Royaume d'après. Donc ça, c'est le tome 1. Le tome 2 est précommandé. Il sort en mars. Donc c'est un petit format de BD. Hein. Voilà, là, on a le format BD, on va dire, normal. Donc c'est vraiment un petit format très sympathique avec des planches très colorées. C'est vraiment pas mal à découvrir. Ça va parler de la mort, parce que du coup, c'est une jeune fille qui va découvrir le royaume d'après, donc le royaume après vie, quoi. Et c'est vraiment, là, on est vraiment aux prémices de l'histoire, donc c'est très introductif, on nous donne plein de choses et à la fois pas assez, mais il y a quand même une trame qui nous tient en haleine. J'aime beaucoup, les planches sont quand même assez sombres. De temps en temps, on a des pages blanches
qui donne un peu plus le sourire. Mais sinon, voilà, les premières planches, c'est assez sombre. Ça m'a touchée parce qu'il va y avoir un bébé dans l'histoire qui va être enlevé. Donc, tout va tourner autour de retrouver ce bébé. Donc, ça m'a profondément touchée, hein, mon âme de maman. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'ai hâte, du coup, de voir ce que va donner le tome 2. Ensuite, la tant attendue Fortuna tome 2, après des maintes galères avec Gilbert Joseph. Je vous avais dit dans le book haul que j'avais enfin pu m'acheter le tome 2. Donc c'est une histoire de sorcière. On suit 3 jeunes apprentis. Très déçus d'apprendre qu'il n'y aurait pas de suite. En fait, c'est une duologie. Il n'y a que un tome 1 et un tome 2. Donc un peu dégoûtée parce que j'aimais beaucoup ces 3 jeunes filles. Je m'attendais à ce qu'il y ait un tome par jeune fille, par exemple, pour vraiment découvrir en profondeur les pouvoirs qui sont abordés là, parce que il y avait énormément de potentiel, et au final, non, ça se finit assez vite, en 2 tomes, donc j'étais vraiment très déçue. J'aurais peut-être dû prendre plus mon temps, mais vraiment, elle est vraiment très belle. Et ça se finit trop vite, quoi. Voilà, ça se finit trop vite. C'est, comme je vous disais pour le tome 1, c'est un peu dans la même veine que Les Sorcières de Brooklyn, mais pour un peu plus ados. D'ailleurs, Les Sorcières de Brooklyn, je vais pouvoir enfin lire le tome 3 prochainement, et j'ai précommandé le tome 4 qui sort en mars, ou en avril, je sais plus. En avril. Mais du coup, voilà, 3 jeunes filles. Donc il y a en fait cette jeune fille-là qui est à la recherche de son pouvoir. Les 2 autres sont des sorcières un petit peu plus accomplies. Leur pouvoir, on appelle ça leur fortune, donc c'est pour ça que la série s'appelle Fortuna. Mais voilà, c'est une histoire quand même qui est vraiment géniale, mais pas assez exploitée. C'est vraiment super dommage. Il y avait vraiment pas mal de choses à faire. Les personnages étaient vraiment super bien aussi. Après, ils ont essayé de rendre ça un petit peu plus joyeux, avec à la fin, ils ont rajouté un questionnaire pour essayer de comprendre quelle est notre fortune à nous, si c'est la divination, l'astrologie, l'alchimie, l'herbologie, la démonologie et la divination, je sais plus si je l'ai déjà dit. Mais voilà, vous voyez, il y a vraiment 5 pouvoirs, et les 5, ils passent trop vite à la trappe, et il y aurait vraiment matière à faire plus. C'est un peu dommage. Ensuite, les Semideus, le tome 2. Le tome 1 m'avait plutôt bien botté, mais j'avoue que entre le tome 1 et le tome 2, si vous n'avez pas lu le tome 1 il y a peu de temps, vous comprenez plus trop grand chose, il n'y a pas trop de rappel du tome 1. Et puis on rentre direct dans le vif du sujet, et on est un peu perdu. Voilà, forcément, le tome 1, il est sorti il y a 1 an, donc je l'ai lu il y a 1 an. Mais du coup, là, quand je suis tombée dans le tome 2, je me suis mise à le lire et tout, et wow, c'était quand même super dur, parce qu'il y a pas mal de traîtrises, de sournoiseries et tout, donc savoir qui fait quoi, pourquoi il a fait ça, qui est le méchant, qui est la gentille, c'était un peu compliqué. Je pense pas la continuer, parce que j'ai perdu l'intérêt, en fait. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait du potentiel, ça parle des dieux, ça parle des pouvoirs, des semi-dieux, donc il y avait du potentiel, hein, une très belle carte aussi. À voir avec mon mari. Si mon mari me dit que ça lui plaît beaucoup, ou que ça lui a pas tant beauté que ça non plus, on arrêtera. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc c'est une histoire de jeunes gens qui sont transformés en demi-dieux, et il va y avoir tout un trafic autour de leur sang, parce que certains royaumes, enfin si vous voulez, les semi-dieux ne sont présents que dans un seul royaume, et sont dirigés par une reine qui a la recette secrète du sang des demi-dieux. Et donc du coup là ça va être beaucoup de politique, parce que du coup les autres royaumes veulent aussi avoir leur propre demi-dieu, donc il va y avoir pas mal de trafic de sang, des intrigues politiques, enfin bon voilà. Je me suis complètement perdue un peu dans le côté fantastique. L'intrigue politique peut plaire à beaucoup, moi d'habitude ça me plaît bien aussi, mais là c'était un peu trop tiré par les cheveux, et trop compliqué après un premier tome qui était plutôt light. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ensuite, j'ai lu le tome 2 des Enfants de l'Arbre. Donc là, dans une série dystopique, post-apocalyptique, écologique. Il apparaît d'ailleurs beaucoup dans les sélections qui parlent justement de l'écologie. Et donc là, oui, on est typiquement là-dedans. Donc le tome 1, c'est toute une cité qui s'est créée autour de la nature, des arbres. Donc c'est la cité de l'arbre. Et puis en fait, tout autour, c'est carrément pollué, c'est désertique. Et donc ceux qui
qui sont encore dans la pollution, dans le désert, etc. Ils vont essayer de prendre d'assaut la cité de l'arbre pour leur prendre toutes leurs ressources parce que eux, leur peuple est en train de périr. Donc voilà, c'est ça le gros de l'histoire. Il va y avoir aussi des enquêtes, des intrigues politiques évidemment, des trahisons, des découvertes au sujet du passé de certains personnages qui ont fait telle ou telle chose dans le passé, qui ont participé à la construction de la cité de l'arbre. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Ça fait beaucoup penser, je vous le mets là, à la série Terra Nova, je le dis, je le redis. Ça me fait énormément penser à ça. Et c'est plutôt pas mal. C'est pas la meilleure BD que j'ai lue, c'est pas la BD avec laquelle j'ai la plus accroché, mais c'est pas mal. Donc là, par contre, je serais partante pour un tome 3, pour justement là suivre les intrigues politiques, mais parce que ça prend pas toute la BD, vous voyez. Il y a vraiment des à côté qui viennent un petit peu alléger tout ça, qui viennent balancer, qui viennent contraster un petit peu l'histoire, alors que dans ce Médéus, on était plongé là-dedans et c'était un peu trop lourd. Donc voilà, j'aimerais beaucoup du coup lire le tome 3. Une dernière BD, Le Passeur d'âme, chez Jungle. Donc c'est la dernière nouveauté qui est parue chez eux. Alors cette BD, je la trouve vraiment magnifique, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est vraiment une ambiance que j'aime beaucoup et qui peut plaire à beaucoup d'entre vous, je trouve. Mais de toute façon, Jungle, c'est vraiment des planches qui sont vraiment très très belles, avec une ambiance très spectrale, évidemment. Et donc du coup là, on va suivre Dorian qui a frôlé la mort et qui est revenu parmi les vivants avec le pouvoir de voir les spectres, les morts, les fantômes. Et en fait, il va, au lieu de les exorciser comme une certaine secte qui se balade dans le monde, il va plutôt être le psychologue de ces fantômes, parce que ces fantômes, ils se font dévorer par une maladie qui risque de les transformer ensuite en banshee. Vous savez, ces fantômes qui crient, qui hurlent et qui peuvent tuer tout le monde par leur simple cri, qui font vraiment énormément de dégâts ensuite quand ils sont dans la nature. Et donc voilà, son but à lui, c'est de faire en sorte que les fantômes ne deviennent pas des banshees, et essayer ensuite, une fois qu'ils sont guéris, de les faire passer dans l'au-delà. Sauf que dans sa vie, tout se passe bien, il a un chéri, voilà. Sauf qu'à un moment donné, une petite fille va venir, va foutre un petit peu le why en piquant la clé de la porte des âmes, donc la porte qui permet au spectre de passer dans l'au-delà et aller en paix. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, tout va partir en vrille. J'ai beaucoup aimé le principe, seulement j'ai été, je pense, submergée par le côté hyper psychologique. Vraiment, c'était parfois des séances, on le suivait pendant ces séances avec ces fantômes, où, voilà, il essaye de les faire parler, de les guérir, etc. Mais parfois, c'était très lourd. C'était une manière de penser qui peut-être ne pas convenir à tout le monde, par exemple. Moi, il y a certaines choses, je me suis dit, bah non, c'est pas trop comme ça que je vois les choses, par exemple. Donc du coup, quand il continuait des pages et des pages et des pages, ça devenait très lourd. C'était vraiment trop dans la psychologie et heureusement que le fantastique, on va dire, toute l'action est venue à la fin. Mais quand je vous dis que c'est venu à la fin, on va dire que plus de la moitié, il se passe pas grand-chose. C'est énormément de séances de psy. Et vraiment, là, il y a de l'action. C'est là où tout commence un petit peu à partir en vrille et qu'il faut agir. Et là, il faut plus parler, il faut agir. Donc, c'était pas mal. Mais c'est vrai que voilà, c'était un peu trop dans la psy pour moi. Et c'était vraiment des passages et des passages et des passages vraiment très très longs avec des bulles très très longues. Enfin bon, c'est original dans le sens où d'habitude, voilà, il y a des fantômes, on essaie de les exorciser et puis l'histoire est terminée. Mais là, ce qui est bien, c'est dans le positif, voilà, on essaye de parler aux fantômes, de leur faire comprendre les choses. Parfois, il y a des messages qui peuvent vous parler, comme moi je vous ai dit que certains trucs ne m'ont pas parlé, d'autres oui. Mais c'était un peu trop, voilà, c'était peut-être un peu trop long et ouais, ça m'a un petit peu ennuyé par moment, c'est ça. Mais en tout cas, l'histoire est pas mal. J'ai envie de le faire lire à mon mari parce que je pense que ça pourrait lui plaire, mais j'ai peur que lui aussi lâche la rampe quand il verra que parce qu'elle est quand même un petit peu balèze, on est quand même sur du 280 pages.
J'ai peur qu'il lâche s'il voit que ça avance pas et que ça fait que blablater, psychoter, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit peu entre deux. Les graphiques, c'est fini. On va passer du coup aux lectures que j'ai fait pour le challenge d'Harry Potter. Donc il y en a 6. Normalement, il devait y en avoir 8, mais j'ai pas eu envie folle de les lire. Et puis voilà, le but c'était de lire 1500 pages, donc ça a été fait. Donc en tout cas, dans cette, grâce à ce challenge, j'ai pu finir des séries comme Garance, l'héritière de l'Olympe. Donc là, c'est le 3e tome, la mission d'Artémis. Donc pour la petite histoire, Garance est une jeune sorcière dans une famille de sorciers. Et en fait, ce sont des sorciers qui tiennent leur magie des dieux de l'Olympe. Donc, ils vont faire pendant un an un apprentissage où ils vont rencontrer les 12 dieux différents et pendant un mois, ils vont devoir rentrer en apprentissage pour essayer de voir quelle magie des 12 dieux leur convient. Donc, c'est par là qu'elle passe Garance. Donc, là, c'est le 3e tome, donc elle a vu déjà pas mal. Mais là, dans celui-ci, elle va découvrir, on va dire, les plus importants pour elle, mais aussi les plus importants au niveau de la hiérarchie de l'Olympe. Donc, elle va rencontrer Zeus, elle va rencontrer Artémis, celle qui lui tient le plus à cœur. Et donc, du coup, c'est le final où on va savoir quelle magie elle va avoir. J'ai trouvé ça vraiment super bien. J'en avais discuté avec une libraire, une bibliothécaire, qui demandait est-ce qu'il y avait des romans où les jeunes enfants pouvaient vraiment s'amuser en apprenant la mythologie, les dieux de l'Olympe, etc. Et donc du coup, moi je lui ai conseillé celle-là parce que vraiment c'est une héroïne déjà qui a 10 ans. On la suit tout au long de son apprentissage. Alors un tome ne vaut pas une année, vraiment les 3 tomes se déroulent la même année. Donc on la voit pas forcément grandir parce qu'elle a toujours le même âge, mais on la voit changer de manière de penser et d'agir. Au 1er tome, elle est assez naïve, assez gamine encore, parce que voilà, elle est toute excitée par tout ce qui va lui arriver. Et puis au fur et à mesure des tomes, au plus les dieux vont lui imposer des défis, vont lui faire comprendre que certaines magies sont à utiliser dans certaines situations, ça va lui apprendre aussi certaines façons de penser. Donc elle va changer, tout en restant une enfant, mais elle va quand même évoluer dans sa manière d'agir et de penser. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, franchement. C'est une série que je vais dire d'acheter au boulot, parce que, voilà, ça peut vraiment être des petits livres qui font 282 pages au plus gros, c'est le plus gros, hein, qui peuvent vraiment intéresser les enfants sur la mythologie. Et moi-même, j'ai vraiment super aimé. Et ça m'a donné envie de lire d'autres livres, du coup, sur la mythologie. Voilà, j'ai bien aimé, et puis je trouvais ça drôle de personnifier, vraiment, d'incarner les différents dieux et déesses. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc celle-là, voilà, ça fera partie de la série des séries que je garderai chez moi. D'ailleurs, voilà, ceux que je tamponne, c'est ceux que je garderai à vie dans ma bibliothèque pour mon fils plus tard. Ensuite, pareil, dans l'optique de continuer des séries, j'ai lu le tome 2 de l'Académie des méchants. Le tome 3, je suis censée le recevoir normalement la semaine prochaine. Donc, je suis très contente. Donc là, c'est Le voleur de dragons. Là, on est sur une petite série. Le 1er tome, je l'avais lu en bibliothèque. On va suivre 5 personnages qui sont totalement différents, avec des créatures, du coup, totalement différentes. On a une elfe, on a un lion, on a un loup-garou, on a un fantôme et un squelette. Et ces 5 personnages vont être dans une école de méchants, et au début, au 1er tome, ils ont vraiment du mal à être méchants. Donc ils vont apprendre à être méchants. Ici, ils sont pas vraiment méchants non plus, mais ils vont devoir faire en sorte d'être méchants pour entrer dans un club privé d'un célèbre dragonnier, pour apprendre à monter les dragons, apprendre à s'occuper des dragons, etc. Donc ça va beaucoup parler de dragons. Mais ces 5 amis qui sont super différents vont à la fois être d'accord, pas d'accord. Ils vont vraiment parfois se faire des coups un petit peu en douce ou des choses comme ça. Donc il y a un peu ce côté méchant, mais c'est surtout le côté amitié qui est vraiment super complémentaire et qui, au final, vont se retrouver à user de leurs différentes capacités pour résoudre le problème, qui est là démasquer, on va dire, celui qui en veut au dragon. Voilà,
C'était très sympa. C'est un roman, enfin ce sont des romans, le tome 3 sera dans la même veine, avec beaucoup d'illustrations, donc c'est vraiment super sympa à lire. C'est très agréable, c'est très fluide, la plume ne se prend pas la tête non plus, donc c'est vraiment génial, hein. Vraiment, il n'y a pas énormément de chapitres. Il doit faire combien de pages? Hop, il doit en faire, voilà, il fait 240 pages. Donc c'est vraiment très drôle. On a le méchant professeur. C'est très drôle parce que des fois, ils vont se faire engueuler parce qu'ils se disent merci, parce qu'ils disent que bravo, des choses comme ça. Ça va un petit peu à l'encontre de apprendre la politesse, voilà, par exemple. Ils vont se faire engueuler parce qu'ils vont être polis, ils vont se faire engueuler parce qu'ils sont gentils, enfin bon. C'est assez drôle, il y a quand même énormément d'humour, mais voilà, avec toujours cette petite veine d'enquête qui est vraiment sympa avec les dragons. Donc j'ai hâte de voir ce que donne le tome 3, j'ai pas lu le résumé du tome 3. Ensuite, j'ai lu la sélection Les Histoires Secrètes de Kiara. Du coup, c'est 2 nouvelles inédites de la série La Sélection. Donc là, on va suivre le prince et le garde. Donc, c'était très sympa. J'ai pas lu tous les bonus, donc c'est-à-dire que j'ai pas lu entièrement les 247 pages parce que il y avait des trucs ça m'intéressait pas forcément, mais en tout cas j'ai lu les 220 pages que font les 2 nouvelles. C'était plutôt sympa d'avoir des points de vue du prince et du garde sur ce qui se passait pendant la sélection. C'était sympa, mais ça donnait... j'avais un arrière-goût après avoir fini de j'en veux plus en fait. Pourquoi pas faire la sélection sous le regard de ces 2 personnages-là qui ont vécu la sélection autrement. Ça m'a donné une autre vision du coup de ces 2 personnages parce que on est dans la sélection, on est avec America. Donc c'est un autre point de vue et du coup j'ai bien aimé de voir que parfois certaines situations n'était pas vraiment ce qu'elle prétendait être sous le regard de America. C'était pas mal. Je sais qu'il y a un 2e tome des Histoires Secrètes où là, je crois que c'est la princesse et la reine. Pourquoi pas, si je le trouve d'occasion, me l'acheter. J'aime toujours replonger dans cet univers, donc vraiment c'était très bien. Ensuite, j'ai lu The Greatest Game de Jennifer Lynn Barnes. Du coup, alors je l'ai lu car PKJ, mon partenaire, me l'a envoyé pour que je puisse lire The Games Untold. Donc, je vais le lire incessamment sous peu. En juillet, je sais qu'il y a le tome 6 qui va sortir. Bon, en anglais, donc en français, je sais pas quand. C'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé, bien que c'était parfois un peu compliqué de suivre toutes les casse-têtes. Moi, c'est pas trop mon truc, ce genre de choses. Donc parfois, je me sentais un peu con de pas arriver à la solution. Mais j'ai bien aimé suivre ces personnages-là. J'aimerais beaucoup, du coup, lire la suite. C'était pas mal. Par contre, je m'attendais à ce que l'histoire entière se termine ici. Mais en fait, The Greatest Game ne se termine pas. En fait, le jeu ne se termine pas dans ce tome. On est vraiment qu'aux prémices du jeu. Donc, je crois que celui qui sort en juillet, c'est The Greatest Game 2. Donc, on aura la suite. On aura vraiment la fin, le fin mot de l'histoire que en fin d'année. Parce que The Games Untold, ça n'a rien à voir avec ça. The Games Untold, c'est plusieurs histoires qui se déroulent à des moments bien précis entre chaque tome. Et donc là, on est dans le jeu que Avery et les frères Hawthorne vont mettre en place pour faire gagner une personne des millions et des millions de dollars. Et du coup, on va suivre 3 personnages bien différents, par tout point, différentes personnalités, différents on va dire en manière de réfléchir, parce que chacun des personnages vont pas avoir la même manière d'aborder le jeu. Et puis surtout différents parce qu'ils vont avoir chacun un but bien précis pour lequel ils ont participé au jeu. J'ai beaucoup apprécié Lyra. La façon dont elle va être avec Grayson, j'ai beaucoup aimé. Les autres personnages ont été très sympas. Rohan, j'ai beaucoup aimé. Et Gigi, un peu trop perché pour moi. J'ai pas réussi à vraiment coller à ce personnage. Mais Rohan et Lyra, c'était vraiment super bien de les suivre. J'avais hâte de lire leurs chapitres. Gigi, c'était oui, mais bon, voilà, pas tellement.
Mais du coup, j'ai vraiment super hâte de lire la suite pour savoir ce que Lyra et Rowan vont devenir. Voilà, parce que ça se finit un petit peu sur un cliffhanger. Il y a des choses qui ont été révélées suite à des choses qu'on ne savait pas dans la première trilogie. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. C'était pas le meilleur, mais c'était pas mal. J'attends du coup, par contre, j'attends absolument de savoir la suite pour savoir qui va gagner et les choses qu'on va découvrir parce que chez les Grayson, enfin chez les Hawthorne, il y a toujours des trucs qui pop au dernier moment parce que c'est bourré de secrets. Ensuite, petite pépite, je trouve, Demigods Academy, le premier tome. C'est une série qui fait beaucoup parler en bien ou en mal, il n'y a pas d'entre-deux. Moi, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là aussi, on est dans la mythologie, parce qu'on est dans la Demigods Academy. Donc, on va avoir, comment elle s'appelle déjà? Mélanie, pour qui la vie n'a pas toujours souri, elle n'est pas franchement destinée à faire grand-chose. Et puis, elle va recevoir une invitation pour intégrer la Demigods Academy. Elle va devoir, avec beaucoup d'autres élèves, tester, faire plusieurs cours avec tous les dieux, pour ensuite intégrer l'armée d'un des dieux. Pour faire la guerre à quelque chose, on ne sait pas vraiment encore au premier tome. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est une plume très franche, en 280 pages, on voit énormément de choses, ça bouge, ça se lit, ça se délie, ça apprend, ça se cache des choses, ça se tape dessus. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être le seul truc qui m'a un petit peu dérangé, comme j'avais dit en story sur Instagram, c'est que le petit truc que tout lui réussit, la pauvre Fifi, elle vient un peu de nulle part et pourtant tout lui réussit, ça m'a un petit peu fait chier ce cliché. Je pense qu'une défaite ou deux, ça aurait pas été mauvais pour son moral. Je pense que ça la rendrait un petit peu plus humble comme personnage. Là, c'est un petit peu trop facile. Mais au vu du tome 2, je pense que ça sera un petit peu plus compliqué. Parce qu'elle va intégrer une armée qui n'est pas possible, normalement. Voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Là, les dieux sont, je trouve, un petit peu plus crus que dans Garance, par exemple. Mais c'est normal, c'est un autre public. Hein. Là, on est plus sur du 15-16 ans. Parce que je ne savais pas que dans les prochains tomes, il y a des scènes spicy. C'est pas quelque chose qui me dérange, parce que déjà, c'est pas quelque chose que je lis énormément. Donc c'est sûr que quand je tombe sur un livre et qu'il y a une ou deux scènes dedans, c'est pas dérangeant. Voilà, je suis pas en overdose de ça me rebute pas trop. J'ai précommandé le tome 4 qui sort en avril, et donc normalement ce week-end je pourrais m'acheter le tome 2 et 3 d'occasion. Donc ce sera voilà, des lectures que je vais me faire vraiment avec énormément de gourmandise. En VO il y a 12 tomes, mais quand j'ai regardé le nombre de pages, on est toujours sur du 280 pages. Donc vous savez que je déteste les longues séries, mais là dans ce cas-là, 12 tomes, c'est un peu comme les Gertie. Il peut y avoir plein de tomes, mais ce sont des petits livres, donc c'est vraiment... ça se lit très facilement, et puis surtout, ça marche en cycle. Les 3 premiers tomes sont un premier cycle. Si on veut s'arrêter au premier cycle, on peut s'arrêter au premier cycle, hein, comme la guerre des clans. Donc ça me va très bien, donc je vais lire le tome 2 et 3 pour finir le cycle 1, et je lirai le 4 pour voir si je lis le cycle 2 ou pas. Voilà, donc je trouve que cette série-là, comme ça marche comme ça, je trouve que ça marche très bien, et ça me va très bien. Ensuite, le dernier livre, du coup, que j'ai lu hier pour Harry Potter, c'est L'école secrète des dragons, le 4e tome, Le réveil des Griffeuillus chez Saxo. C'est l'avant-dernier tome, c'est une série en 5 tomes, toujours aussi bien. Je vais pas vous en dire un peu plus sur cette série pour l'instant, j'attends de lire le tome 5, mais surtout parce que là on est vraiment... même le fait de vous montrer en fait la couverture et le titre, c'est quand même assez spoilant. Donc... très bonne série. Ce tome 4, je l'ai trouvé un petit peu plus long que les autres. Vraiment, il s'est passé des choses que à partir de la 200e page sur 330, donc c'était vraiment assez long. Mais ça augure un tome sec explosif. Et j'ai vraiment super hâte du coup qu'il sorte, vraiment énormément. Parce que là, tout s'est installé, tout s'est posé. Et là, maintenant, il ne reste plus que le grand final, la grande bataille, énormément de révélations, donc voilà, j'attends énormément le tome 5. J'espère qu'il sera un peu plus gros pour que vraiment ce tome 5
répondre à toutes les questions, que l'intrigue soit super bien étoffée, que tous les personnages aient leur place. Voilà, j'ai pas envie d'une fin expéditive. Parce que quand on nous fait... Parce que c'est le plus gros des 4, le tome 3. Et quand je vois qu'on nous fait 330 pages pour au final pas grand chose, j'espère que pour le tome 5, même s'il fait 500 pages, c'est pas grave. Mais au moins, j'espère que ce sera un tome 5 explosif. Donc là, du coup, on a même dépassé les 1500 pages. Donc, je passe en deuxième année. Et maintenant, on va parler de mes lectures du petit mois, petite lecture. Donc, ça va être rapidos. Le premier, c'était pas prévu dans ma palle, mais je suis tombée dessus en bibliothèque, c'est Raconte la véritable histoire du premier rat de bibliothèque. Donc c'est un album où nous allons suivre Rature, qui est un rat, et son grand-père va lui dire: est-ce que tu peux aller chercher le livre que j'ai écrit, parce que c'est quelque chose de rare, hein, un rat qui écrit un livre, ça court pas les rues. Et donc du coup, pour aller le chercher, il va se rendre à la BNF de Paris, il va se balader dans les collections, dans les réserves, pour chercher le fameux livre de son grand-père. Donc, au-delà de cette histoire de fiction, c'est surtout un album qui permet de faire découvrir aux enfants le système, les fonctionnements des bibliothèques. On parle beaucoup de la BNF. Moi-même, j'ai appris des trucs que je ne savais pas. Voilà, je trouve que c'est un album super important. J'ai de suite envoyé un mail à la responsable de documents album pour lui dire de l'acheter, parce que je trouve que c'est un magnifique support éducatif, et pour nous, bibliothécaires en séance de AC, pour expliquer le fonctionnement des bibliothèques de manière très générale et de manière un petit peu plus pointilleuse quand on va parler de la BNF. Voilà, c'était vraiment génial. Je pense que je l'achèterai pour mon fils plus tard aussi. Peut-être pour lui raconter aussi, mais bon, c'est un peu long encore, il a que 2 ans. Mais pour plus tard, j'aimerais beaucoup lui acheter, parce que vraiment, je trouve que déjà, ce sont de très belles planches, pas forcément colorées, mais très jolies tout de même, avec tous ces livres et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment fait pour tout le monde, bibliothécaires, libraires, enfants, parents, voilà. C'est vraiment une ode à la lecture et à l'amour des livres. Ensuite, pas plus tard qu'hier, j'ai lu Ma voisine, la magicienne de Rachel Shiver chez Didier Jeunesse. C'était une histoire que j'avais hâte de lire, surtout pour en prendre plein la vue, parce que c'est un livre qui est magnifiquement illustré. Il y en a à chacune des pages. Voilà, c'est vraiment, vraiment très, très joli, avec des pleines pages magnifiques, des entêtes de chapitres, des bas de pages aussi super bien décorés. Voilà, c'est vraiment une pépite éditoriale pleine de magie. Et donc là, on va parler du mal de pays, on va parler du déracinement à travers la magie. C'est une espèce de morale qui va prendre vraiment tout le long de l'histoire. Ça va être vraiment intégré à l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ça, c'est vraiment typiquement le genre de livre que je pourrais donner, par exemple, à une nouvelle adhérente qui arrive à Caen-en-Lyon et qui a du mal à se faire au village parce que c'est plus petit que là où elle vient, ou c'est différent, ou autre. Et du coup, c'est vraiment super sympa, parce que justement, c'est l'histoire d'une petite fille qui avait l'habitude de vivre à Londres, qui aimait beaucoup sa vie à Londres, ses amis, son immeuble. Elle a perdu sa maman aussi là-bas, donc Londres, c'était vraiment tous les souvenirs qu'elle avait avec sa mère, et du coup, elle va se retrouver à déménager en Irlande avec son père, donc à devoir tout recommencer. Et on va commencer avec un personnage qui est très dépressif, et une magicienne va apparaître avec une maison magique, et elle va un petit peu lui mettre la pression pour qu'elle se bouge, pour qu'elle sorte de chez elle, pour qu'elle découvre. Et en fait, pour sauver la magicienne et la maison magique, eh ben, notre héroïne va devoir faire en sorte de ne plus avoir le mal du pays et de voir le positif là où elle est. Enfin voilà, c'est vraiment une très très bonne histoire en 190 pages, une très très bonne morale, et puis surtout c'est très plaisant aux yeux. La plume est très sympa aussi, poétique, pas trop non plus, mais poétique quand même, avec un ami qui s'appelle Sam, qui est aussi une grosse boule d'énergie et une grosse boule de connaissances. Donc vraiment, c'était une très chouette histoire. Ensuite, dans la collection BD romans, j'ai lu Magic Cake de chez Fleurus. Donc j'aime beaucoup la collection Moustique. J'avais lu Chat et sorcière
et Meiko et la forêt enchantée. J'ai beaucoup aimé ces deux histoires-là, parce que Meiko et la forêt enchantée, ça va parler autour des yokai, donc avec les animaux, la mythologie chinoise. Chat et sorcière, ça va être le lien entre les chats et leurs sorcières, et puis d'autres créatures fantastiques, et du coup j'ai voulu essayer celui-là, Magic Cake, où ce sont trois enfants qui vont se découvrir, qui ne se connaissaient pas, et qui vont se découvrir un pouvoir magique autour des gâteaux. J'ai trouvé ça sympa, mais c'était pas non plus exceptionnel. C'est un tome 1, il n'y a pas encore de piste pour un tome 2. Je sais pas si je me l'achèterai, ça dépendra de mon mood. Si je vois qu'il est là et que j'ai envie, je me l'achèterai, mais je me mets pas martel en tête pour lire la suite. C'était sympa, mais je l'ai trouvé beaucoup plus light et beaucoup plus léger que les autres que je vous ai cités. Donc à voir, mais c'est quand même une histoire très mignonne. Je la conseillerais fortement aussi à tous mes élèves, mais moi je parle en tant que mon ressenti par rapport aux autres que j'ai lus. J'ai un peu moins ressenti de choses, ça m'a un peu moins fait palpiter, voyager. Et pourtant je suis pâtissière à la base, donc normalement les gâteaux ça aurait dû me parler. Mais je l'ai trouvé un petit peu plus simplette. Voilà. Ensuite, on va parler de deux autres petits livres. Le blog des animaux. Ça, c'est un livre que j'avais dans ma collection de livres jeunesse un petit peu plus scolaire, on va dire. Et puis, j'avais celui-là. Je sais plus où je l'ai pris. Je sais plus où je l'ai pris. Je sais pas comment il est arrivé dans la bibliothèque. Mais du coup, en fait, quand j'ai fait un petit peu ma palle de petits mois, petite lecture, j'ai regardé de partout et j'ai trouvé celui-là. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Ça rejoint un petit peu toutes les autres séries sur les petits vétérinaires, sur les Jasmine apprenti vétérinaire, les sauveurs des SOS animaux, etc. C'est dans la même veine des enfants qui sauvent des animaux. Mais là, je trouvais ça pas mal, un peu plus original, parce que là, ça va être les enfants qui vont créer un blog. Et il va y avoir voilà ce côté très créatif que j'ai envie de faire partager aux enfants aussi, étant donné que moi, quand j'étais jeune, j'avais un blog aussi pour les tigres. Et là, on aborde comment rédiger un article, comment prendre des photos, comment créer un blog, comment faire connaître au monde entier des choses, des faits sur les animaux. Donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ça aussi, c'est un livre que je ferai lire à mon fils. Malheureusement, il est trop vieux pour qu'on les intègre à la collection de la bibliothèque. Il date de 2008. Et puis, je trouve que niveau couverture, il n'est pas super vendeur. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. Hein. Mais voilà, c'est vraiment très sympa. C'est un petit livre de combien 160 pages. On suit nos héroïnes qui partent au sauvetage de plein d'animaux, des hérissons, des goélands, un chien. Voilà, c'est vraiment super sympa, très rafraîchissant. Voilà. Mais voilà, je pense que pour le trouver maintenant, ça va être un petit peu compliqué, sauf d'occasion. Mon deuxième Gudule, le premier Gudule, c'était La bibliothécaire que j'avais énormément aimé. J'avais beaucoup aimé la plume et du coup j'avais envie de relire du Gudule. Et dans toute sa bibliographie, celui qui me tentait le plus, c'était Ne vous disputez jamais avec un spectre. Donc on est sur un tout petit livre aussi de 150 pages. Et donc là, ils vont emménager, ils vont hériter d'une fabuleuse maison. D'habitude, ils vivaient dans un HLM. C'est même pas une maison, c'est un château. Et dans ce château, deux frères et sœurs, donc c'est le grand frère et la petite sœur, vont tomber sur une piège étrange dans le manoir et la petite sœur va totalement changer de comportement. C'était pas mal, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais c'est classique. Il n'y a pas grand chose de nouveau là-dedans. C'est typiquement le genre d'histoire de possession de la petite sœur qui devient bizarre. Il faut trouver avec des amis comment l'exorciser. Et pour ça, il faut résoudre le passé du spectre. Voilà, c'est quand même très très classique. Mais parce que, encore une fois, j'en ai lu énormément comme ça. Donc c'est normal que ça me paraisse comme ça. Mais pour nos petits jeunes qui veulent découvrir un petit peu les petites histoires d'horreur, parce que quand même c'est assez flippant. La petite sœur, moi qui ai un petit frère, j'aurais beaucoup plus flippé. Mais je trouve que c'est une très bonne moyen de découvrir les premiers frissons, les premiers romans d'horreur. C'est à partir de 10 ans, je trouve que c'est totalement adapté. Mais attention quand même à la sensibilité de vos enfants. Ensuite, petit coup de cœur, j'ai commencé la série Le Peuple des Dragons. Je vais recevoir le tome 3 en mars, qui s'appelle La Riposte. Et donc du coup, là, Le Peuple des Dragons, j'ai vraiment beaucoup aimé. On est dans une histoire où les dragons peuvent
se lier à des humains. Elle va pouvoir, enfin certaines personnes, pas tous, peuvent se lier au dragon. Mais donc du coup on va suivre une jeune héroïne qui est Aurora, qui va devoir recueillir un dragon et le sauver. C'est sa mère qui a déposé son fils au pied d'Aurora en lui disant voilà, si tu arrives à sauver mon fils, je t'en devrai une. Donc c'est une soigneuse, et puis quand elle va devoir soigner ce dragon, elle va se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui se passent dans ce peuple. Vous avez une carte où le peuple de Rosny a envahi l'Avalon, et donc du coup, eh ben, celui qui a pris le pouvoir, qui est le commandeur, est un vrai tyran, et à sa botte, il a un herboriste qui fait des expériences très cheloues sur les dragons. Et donc du coup, ça va partir dans une vraie épopée où ils vont devoir sauver les dragons, où elle va découvrir plein de nouvelles choses au sujet des pouvoirs des dragons. Donc c'était vraiment une série vraiment très sympa. Donc là on a le tome 1, c'est introductif, mais il y a quand même énormément d'action, et dans celui-là, eh bien, ça va être la révolte, ça va être un ressouffle de nouveau pour le peuple, il va y avoir des nouveaux personnages qui vont rentrer en lice, qui sont inespérés, on ne pensait pas qu'ils allaient revenir par exemple. Donc c'était deux petits premiers tomes qui sont vraiment super sympas, où j'ai passé un très bon moment. Ce sont des livres qui font même pas 200 pages. Je ne sais pas combien il y aura de tomes. Je sais pas du tout. Je vous dirai quand j'aurai lu le tome 3 si je sais si c'est une trilogie ou s'il y aura plus. Mais voilà, c'est vraiment de la petite fantaisie jeunesse qui se lit franchement bien et qui sont accessibles. Ils font 13 € et vous avez vraiment des super beaux objets livres en dur avec les cartes à l'intérieur en déco. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Les personnages sont très sympas aussi. Là, par contre, on n'a pas d'illustration, hein, c'est du roman pur et dur, là. Mais on s'y prend vraiment très vite au jeu. Il y a quelques illustrations en pleine page comme ça. Mais voilà, pour les petits amoureux de dragons qui voudraient se lancer dans une série pas trop courte, par exemple, l'héritier de Draconis, c'est un petit peu pour 11-12 ans. Là, on est plus à partir de 8 ans. Là, 8-9 ans, je pense que ça pourrait très bien se lire. Voilà, donc je vous en dirai plus quand j'aurai lu le tome 3. Ensuite, hop... J'ai lu Les Petites Sorcières, l'autre tome que j'avais, donc c'est Mode Champignon. Donc c'est une série où les jeunes sorcières doivent partir 1 an en apprentissage, apprendre un métier en lien avec ses pouvoirs, et voilà. Donc là, c'est Mode Champignon qui va partir du coup pendant 1 an faire son apprentissage, et elle aime beaucoup enquêter. Et donc du coup, on va suivre une enquête où elle va devoir retrouver un objet bien particulier, et elle va se rendre compte que son pouvoir peut au final beaucoup aider plein de gens. Donc c'était très sympa aussi. C'est des petites aventures, on est sur du 119 pages. C'est vraiment pour se vider un peu la tête, pour avoir des lectures un peu plus légères, avec toujours une petite leçon, une petite morale. Voilà, c'est vraiment très sympathique. Ce petit format-là, il y a Tildir, la catastrophe, c'est le premier qui est sorti. Et puis après, il y a aussi eu un tome sur le prince. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire. Mais voilà, celui-là, je l'ai bien aimé. Une petite Sherlock magique, c'est toujours plaisant. L'école des noctambules, liane grimpante. Donc, je savais pas, mais en fait, celui-là, c'est le 2e tome, mais apparemment, c'est des tomes qu'on peut lire totalement différemment, parce que chaque tome est l'histoire d'un personnage dans un même univers, donc il n'y a pas vraiment de cause à effet entre chaque. C'était sympa, mais je le garderai pas forcément. J'ai pas tant accroché que ça. Il y a un petit message écologique, évidemment, avec les humains qui veulent détruire une partie de la forêt. Et ben, les enfants vont devoir faire en sorte que ça ne se passe pas. J'ai pas tant accroché que ça au personnage, l'univers, pas forcément non plus. C'était pas mal, mais c'est passé un peu trop vite, quoi, donc celui-là, je pense qu'il finira en boîte à livres et qu'il fera peut-être plaisir à d'autres personnes, mais disons que, voilà, j'ai lu mieux. Ensuite, on va continuer avec la jeunesse et après je vous parlerai d'adultes. J'ai lu Ombreline. Il m'a énormément touchée. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de violence domestique envers les enfants. Et ça m'a énormément touchée. Il a fait énormément parler de lui à sa sortie.
Et puis, quand je l'ai vu d'occasion à la brocante professionnelle, eh ben, je l'ai lu. Parce que j'avais déjà lu Zora. Et du coup, j'avais pas compris qu'Ombreline, en fait, ça faisait partie de la même clique de fées dont faisait partie Zora. Il y a toutes ces fées-là. Et donc, du coup, Ombreline va devoir aider un certain Céleste qui n'arrive pas à dormir la nuit. Elle va comprendre qu'il y a des choses qui se passent à la maison qui l'empêchent de dormir et que c'est pas le seul enfant qui vit ça. Et donc, du coup, elle va l'aider à s'en sortir de ses violences domestiques. Et ça m'a énormément... ça m'a un peu perturbée parce que, pour moi, je trouve ça... Ayant un enfant, je comprends pas. Je comprends pas à quel point on pourrait traumatiser un enfant à ce point-là. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, l'autrice a rajouté le numéro de détresse pour les enfants victimes. Vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Zora, c'était un autre sujet, c'était pas aussi poignant, mais alors celui-là, il m'a vraiment retourné. Donc ça, je l'ai dit aussi à ma collègue de boulot, que ça serait super important de l'avoir en bibliothèque pour que les instituts puissent se baser sur une œuvre fictionnelle qui soit plus léger pour aborder ce genre de sujet qui est vraiment pas facile, parce que c'est abordé ici avec poésie, avec magie, avec douceur, et du coup je pense que ça peut être vraiment un super support éducatif, mais aussi à la maison. Vraiment à la maison, si... je sais pas si dans votre entourage, vous pensez qu'il y a des petits soucis, que vous ne voulez pas aborder le sujet de manière brutale, frontale, vous pouvez offrir ce livre et puis après vous en discutez avec le petit et selon ce qu'il vous dit, peut-être que vous pourrez déterrer quelque chose, quoi. Mais voilà, j'ai trouvé ce livre vraiment très très doux avec ses couleurs monochromes. Le premier tome c'était tout en violet, là on est tout en orange. Voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'est une petite série que j'aimerais beaucoup suivre aussi si d'autres tomes sortent sur les autres faits. Ensuite, c'est une trilogie, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc c'est Ténébria, le tome 1 et 2. Ça, c'est un peu comme l'école des Noctambules. C'est un peu passé trop vite, j'ai pas super accroché à l'histoire, c'est pas du tout ce que je pensais. C'était pas mal. Je pense cependant que... Je sais pas encore si je vais les garder. Ils vont être là dans ma bibliothèque, parce que ça m'a pas autant laissé indifférente que l'école des Noctambules. Mais je m'achèterai pas forcément le tome 3, vraiment pas. Je vais les garder. Et puis, quand il me prendra de faire du tri, on verra s'ils restent sur la sellette ou pas. Mais en gros, ce sont 4 amis qui vivent dans le manoir de Darkshire, qui sont un petit peu laissés à eux-mêmes. Et on va suivre leur vie, leur quotidien, un petit peu normal. Ce qui sort un peu de l'habitude, c'est que ce sont des créatures fantastiques. On a un vampire, on a une sorcière, un loup-garou, un fantôme et un squelette. Voilà, c'était pas mal, mais il n'y a rien de folichon là-dedans. Vraiment, ils vivent des petites aventures, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard, donc c'est très dommage. Ensuite, 2 autres petits jeunesses là que j'ai beaucoup aimé. Donc c'était L'école des pouvoirs secrets, un chat nommé 13. Donc ça aussi c'est la dernière nouveauté de chez Casterman. Une beauté éditoriale, vraiment. Vraiment très très beau. C'est une sorte de petit Harry Potter. Vraiment... pas grand chose d'original, mais le travail éditorial fait que c'est vraiment un régal pour les yeux et qu'on a envie de tourner les pages pour savoir à quoi vont ressembler les autres illustrations. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Ça c'est une petite série jeunesse qui fait du bien et qui tient en haleine, vraiment. Mais vraiment moi ce qui m'a tenu, c'est cette beauté graphique, quoi, vraiment, parce que en soi, l'histoire n'a rien d'original. C'est un petit garçon qui découvre que c'est un sorcier, il va devoir se trouver un familier et intégrer une école de sorciers. Donc, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça peut être un parfait moyen de faire lire les 7-8 ans à l'école de magie avec des sorciers, des familiers, avant de les lancer dans Harry Potter, par exemple. Ça peut être un très bon tremplin, voilà, pour lui faire découvrir l'univers, et pour que, quand il arrive dans Harry Potter, il soit pas complètement perdu. Ensuite, j'ai lu L'île au manoir, un petit roman frisson de Estelle Faye. Il y en a beaucoup qui avaient beaucoup aimé, ça fait partie des coups de cœur de Cassandra O'Donnell, donc c'est une petite collection chez Scrinéo. On est sur un petit roman d'horreur. Enfin, pas d'horreur, mais plutôt frisson.
qui est, voilà, qui est écrit assez large, avec des grosses marges. Voilà, c'est vraiment très sympa. On est sur du 130 pages, donc on est sur une histoire où un petit garçon vit sur une île, sa mère travaille sur les digues pour empêcher les tempêtes de submerger l'île. Et puis un jour, il va trouver un fantôme au bord de la plage et il va devoir aider ce fantôme. C'est pas tellement aussi sombre et frissonnant que promet la couverture. Vraiment, je m'attendais vraiment à un petit coup de frisson, un petit coup d'horreur, etc. Mais ça ne l'était pas tant. Ça m'a laissé un petit peu... pas indifférente, mais j'ai une dispute... Enfin... Au niveau frisson, je préférais Gudule. Voilà. Ne vous disputez jamais avec un spectre, c'était beaucoup plus frissonnant que lui. Mais là, c'était un huis clos, donc peut-être que ça peut plaire à un peu plus d'entre vous. Mais du coup, voilà, c'est Adam qui aperçoit un fantôme sur le bord de la plage. Il va y avoir un mystérieux monsieur qui va le suivre un peu de partout. Il va essayer de découvrir ce qui est arrivé à un fameux manoir qui aurait disparu, mais qui au final n'aurait peut-être pas disparu, et qui est en lien avec la jeune fille. Voilà, c'était sympa, mais c'était pas non plus dingue, mais pareil que ne vous disputez jamais, ça peut être un très bon début pour des lectures frissonnantes. Donc ça c'est pareil, hein, bon, on les a pas à la bibliothèque. Si L'île au manoir, je crois qu'on l'a. Mais voilà, ce serait typiquement le genre de livre que je pourrais mettre pour ma sélection d'Halloween. Pour ceux qui me diraient, bah voilà, il a pas trop lu encore d'histoires frissonnantes, mais il aimerait commencer. Voilà, typiquement ça. Ça, selon la sensibilité quand même, je mettrai un petit warning. Mais celui-là, non, il y a vraiment rien de bien traumatisant ou voilà, d'effrayant. Mais c'est sympa, c'est une enquête, voilà, avec une ambiance un peu chaotique parce qu'il pleut beaucoup, parce que l'océan est tumultueux, donc il y a beaucoup de vagues. Voilà, c'est quand même une ambiance, mais il n'y a rien de bien flippant. Par contre, niveau adulte, j'ai lu ces deux livres-là. Celui-là, donc, c'est Enquête paranormale 2.0 de Sylvain Silvestro, qui est un auteur auto-édité. Celui-ci, j'ai bien aimé, mais j'avais un peu l'impression de regarder n'importe quelle enquête surnaturelle, enquête paranormale sur YouTube. Je regarde énormément, j'aime beaucoup Jill, j'aime bien ce qu'elle fait, je regardais aussi beaucoup le Grand JD, et toute vidéo d'Urbex, en général, j'aime énormément. Et donc, du coup, c'est vrai que ça m'a un petit peu laissé... Je me dis, bah mince, alors, c'est comme si je regardais une vidéo YouTube, quoi. Il n'y avait rien de bien spectaculaire. Le fantastique arrive un peu à la fin. Mais vraiment, les premières pages, c'était un peu redondant, un peu lent. Il se passait pas grand-chose. C'était comme si tu lisais un script de vidéo YouTube d'une enquête paranormale. Mais ça, c'est mon point de vue, parce que j'en ai regardé énormément des enquêtes paranormales, j'aime beaucoup ça. Donc forcément, pour moi, il n'y a rien de bien exceptionnel là-dedans. Même si le côté fantastique... Tout est tombé. Même si le côté fantastique, là, est beaucoup plus présent que dans les vidéos YouTube, évidemment. Parce que là, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer de grave et de sordide. Sur YouTube, les enquêtes, ça se passe jamais comme ça. Mais les premières pages, c'était vraiment assez banal. Donc, j'ai eu du mal à m'accrocher à l'histoire, un petit peu... je peinais un peu, quoi. Et puis après, tout arrive d'un coup, le côté fantastique, le côté horreur, ça arrive d'un coup, donc c'était là plus sympa du coup. Mais la première moitié, je me suis un petit peu ennuyée. Mais ça tient qu'à moi, parce que j'en ai regardé plein. Mais du coup, si vous, c'est quelque chose que vous découvrez, alors là, vous allez découvrir tout un autre monde, toute une manière de voir les choses. Et voilà, les manières de vivre les choses différemment, avec 3 personnages qui ont bien leur idée bien précise, ça on nous le dit bien. On a le sceptique, on a le scientifique et celui qui sait pas trop. Voilà, donc c'était sympa, mais un peu longué. Celui-ci m'a vraiment mis un petit peu en horreur. Donc c'est Maxime Chatham Carnage. Ça a été, j'étais un petit peu étonnée parfois par la plume. Je l'avais mis aussi en story. Une plume qui se veut parfois un peu trop pompeuse pour dire des trucs très simples. C'est pour ça que j'ai un peu plus de mal avec l'écriture adulte. Hein. Mais là, du coup, après, voilà, des débuts un petit peu compliqués avec ces descriptions très soutenues
pour décrire un truc très simple. Eh bien, je me suis laissée prendre au jeu, hein. On est sur un petit thriller de 92 pages, donc c'était très rapide, où eh bien, il va se passer des meurtres horribles dans des lycées, des lycéens qui vont prendre des flingues et qui vont tirer à vue. Et donc du coup, on va suivre l'enquêteur qui va essayer de relier ces 3 affaires. Et tout ça va tourner vraiment dans le gore, dans la secte, dans les trucs vraiment pas nets, quoi. Donc j'ai bien aimé. Là, on était vraiment dans du thriller pur, sans fantastique, comme l'île de Yule, mais en plus gore. Et c'était pas mal, mais ça m'a pas pour autant donné envie de lire du Maxime Chatham en plus gros, parce que la plume ne m'a pas tant plu que ça, quoi. Mais vraiment, l'histoire était bien. Donc, voilà pour ces livres-là. Ensuite, j'ai lu 2 autres livres. J'ai lu Mila et Bull, le tome 4, qui vont partir au royaume du chocolat parce qu'ils ont fait une grosse bêtise. Son papa avait voulu offrir, enfin le père de Mila et Bull, a voulu offrir une maquette en chocolat pour l'anniversaire de mariage à sa femme. Et ils ont fait des bêtises, ils ont cassé la maquette et du coup ils vont partir au royaume du chocolat pour retrouver le chocolatier avec l'espoir qu'ils refassent la maquette en chocolat pour réparer leur erreur et rendre leurs parents heureux. Donc, tout comme les 3 premiers tomes, c'est super sympa, ces 2 personnages sont très sympas à suivre, le fait qu'on soit vraiment immergé dans un monde très gourmand. Moi, j'avais beaucoup aimé au Royaume des pâtes, je trouvais ça vraiment très très drôle. Le Royaume du fromage, c'était pas mal aussi, le premier c'était le Royaume du sucre, avec la fameuse fleur de sucre et tout, j'ai beaucoup aimé. Et le chocolat, je dirais que sur les 4, il se place en position 3, voilà, le fromage en position 4. Mais là, il y a vraiment toute une histoire qui prend fin, entre guillemets, pour un des personnages, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette conclusion qui est très touchante et qui est en accord avec le personnage et l'histoire qui a commencé avec le premier tome. Donc j'ai vraiment bien aimé. Il n'est pas sorti encore, il sortira il sortira fin février. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera parue encore, mais soit il sera sorti, soit il ne sera pas encore sorti, ça dépendra. Mais en tout cas, je vous conseille fortement de lire cette série, Petit Jeunesse. On est sur du 180 pages à peu près, avec beaucoup d'illustrations, des grosses marges, des grosses polices d'écriture, et un travail éditorial vraiment très très beau. Ça, c'est une série aussi que je ferai acheter à la bibliothèque parce que elle est vraiment splendide, très gourmand, tout en intégrant des histoires de famille, des histoires d'amitié, des histoires de fraternité, très très drôle aussi parfois. Et très gourmand. Voilà, c'est vraiment ce côté gourmand, moi, qui me plaît énormément, où on découvre, voilà, des mers de chocolat. Les bateaux, ce sont des chamallows. C'est très très drôle. C'est vraiment très très drôle. Voilà. Donc voilà pour ce premier update lecture qui est quand même assez conséquent. Là, pour le coup, je vous ferai vraiment un chapitrage livre par livre et challenge par challenge pour que ça soit plus digeste. Écoutez, on se retrouve fin février pour la deuxième partie du petit mois petite lecture. Il m'en reste une vingtaine. D'ici on est le 13, il m'en reste 20. Bon, ça va, 2 par jour, voire même un peu plus parfois, 3 par jour. Je suis large dans les temps. Voilà, j'espère que pour vous, cette première quinzaine de février se passe bien. Pour votre petit challenge, petit mois, petite lecture. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien à ma palle quand même. Hein. On est déjà... il y a eu quelques emprunts, mais si on enlève les emprunts, on est quand même à 40 livres en moins dans ma palle. Donc là, au lieu de 250, bon, je suis retournée à 220 parce que j'ai mis dans ma palle les précommandes que j'ai fait pour mars. Mais ma palle pour mars est déjà prête. Donc voilà, la palle vit, elle se vide, elle se remplit, elle se vide, elle se remplit. Je stagne pas trop, mais voilà, c'est très bien comme ça. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura pas trop ensuqué. Je vous fais plein de gros bisous et du coup je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.